Bon, la situation économique en Tunisie se dégrade de trimestre en trimestre depuis 2011. C'est un petit peu malheureux à dire, mais nombreux sont ceux qui voient le pays, je dirais, aller droit dans le mur. Mais pourtant, je vous ai posé la question tout à l'heure, visiblement tout le monde va bien quand même en Tunisie. Hein. Et nombreux sont aussi ceux qui voient le pays tourner en rond, à côté de la plaque. Toutes les décisions ne sont pas faciles à expliquer. Vous voyez, alors on se pose la question, hein, où va la Tunisie d'ici 2020 S'il y avait un mur dans lequel on devait rentrer, on serait peut-être déjà rentré dedans depuis quelque temps. Hein. Visiblement, ce mur s'éloigne, hein, n'arrête pas de s'éloigner. Et j'espère qu'il va disparaître un de ces jours. La communauté internationale n'a pas manqué de rassurer la Tunisie et de la féliciter pour ce qu'elle a pu achever et pour ce qu'elle n'a pas pu achever. Et ça n'a pas manqué de rassurer nos dirigeants. Leurs optimistes, leurs pessimistes, leurs bons, leurs mauvais. Notre classe politique est quand même très fière de là où nous en sommes aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes nombreux à penser que la situation est critique. Alors que le pays a eu besoin d'une croissance de 5% pour créer des emplois, 2015 va connaître une croissance inférieure à 1%. Enfin, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, mais après plusieurs gouvernements temporaires, après plusieurs transitions, tout le monde était heureux de voir ce gouvernement nommé avec une coalition suffisamment large pour qu'ils aient les moyens de gouverner et d'engager les réformes structurantes. Et pourtant, force est de constater que les réformes, elles ne se bousculent pas. Hein, ça fait quand même 8 mois, hein, donc peut-être qu'ils ont tout réservé pour la fin de l'année, mais il serait quand même temps de démarrer. Ce gouvernement bénéficie d'un appui exceptionnel au Parlement, et bien entendu, il bénéficie de l'appui de Carthage. Bon. Tous les astres politiques semblent être bien alignés pour qu'on fasse des miracles. Et ça va probablement pas tarder. Alors, il semble urgent de ne pas se presser en Tunisie pour les réformes. Hein, il y a beaucoup de choses qui se font. Bien entendu, on n'a pas été aidé par les attentats du Bardo et l'attentat de Sousse. Mais quand on discute avec les investisseurs, quand on discute avec des hommes d'affaires, ils n'hésitent pas à dire ouvertement, si la Tunisie devait décourager l'investissement, elle ne s'y prendrait pas mieux que ça. Donc quelque part quand même, on s'y prend mal. Les intentions et les discours politiques semblent parfois en ligne avec le diagnostic. Hein. Donc ça, il n'y a pas photo. On dit ce qu'il faut dire. Et c'est souvent à l'exécution qu'on pêche. La Tunisie a étonné en 2013 tout le reste du monde avec cette capacité à privilégier le dialogue à la violence. Et qu'est-ce qu'on en a fait 2 ans après? Eh bien, on continue à dialoguer, mais on est beaucoup plus efficace dans le dialogue politique, peut-être, que dans le dialogue social. Vous l'avez certainement vécu ou lu récemment, l'UGTT et l'UDICA ne sont pas au top en ce moment. L'article de Leaders d'hier, je crois. Alors, heureusement, dans cette complexité, eh ben, il y en a qui ne baissent pas les bras. Il y en a qui continuent à vouloir avancer et à vouloir sortir la Tunisie par le haut. Et c'est avec beaucoup de joie mêlée d'appréhension que nous avons appris la sortie d'un plan stratégique de développement pour la période 2016-2020. Il y a eu une période où on avait discuté de 2030, mais finalement on est très content d'avoir quelque chose pour 2016-2020. Ce soir, nous vous proposons de parler de la synthèse de la note d'orientation. Nous, on n'a pas vu le plan stratégique de développement. Hein. Je ne sais même pas s'il est public, je ne sais même pas s'il existe. Non, on n'a toujours pas commencé à travailler sur le plan. Hein. Bon, c'est peut-être rassurant quelque part. Bon, mais en tout cas, ma présence pour vous dire cette vérité. Si la synthèse de la note d'orientation est là, on va peut-être discuter de la synthèse. Hein. Pour résumer cette synthèse, il y a un diagnostic qui est clair, qui vient confirmer tous les diagnostics antérieurs. Okay, donc là-dessus, il n'y a pas photo, on se comprend bien sur la réalité de la Tunisie.
Et il y a un axe stratégique, aller vers une économie de services à haute valeur ajoutée et faire de la Tunisie un hub régional. Bon, est-ce que ça parle à tout le monde? Ça va être un petit peu l'occasion d'en discuter. Alors, je remercie énormément Sihed Israël et Ashraf Ayadi, qui ont tous les deux accepté de se prêter à cet exercice, qui n'est pas un exercice simple. Et ma première question va être pour Sihed Israël. Quoi de neuf sous le soleil en Tunisie? Cette note d'orientation est-elle une innovation ou serait-ce une continuation d'un projet global dont la Tunisie a toujours rêvé et qu'elle n'a pas encore réalisé? Tout le monde sait que vous êtes docteur d'État, vous êtes présenté rapidement tout à l'heure, donc n'hésitez pas à répondre à notre première question et on enchaîne. Oui, je voulais juste rajouter que je suis aussi journaliste à l'occasion. Et j'ai fait un article effectivement sur la note d'orientation qui a soulevé déjà quelques polémiques. Je prétends qu'il y a effectivement une vision, je reviendrai dessus, mais qu'elle n'a rien de tout à fait nouvelle. C'est une reconduite du plan Jasma, du plan de Nida Tounes, je dirais quasiment au chiffre près. Puisque si on regarde l'essentiel du cœur de ce plan, c'est strictement les mêmes chiffres d'investissement. Que ce soit la masse d'investissement qui sera mobilisée, que ce soit l'investissement public, l'investissement privé et l'investissement des IDE. Donc là, on n'est pas du tout dans un domaine de surprise. Ce qui est peut-être affiné, complété, c'est qu'effectivement, ce plan se propose d'aller vers effectivement cette économie hub. Alors quand même, il faudrait bien qu'on parle un peu français. Hub, ça n'est jamais qu'une plateforme, d'accord? C'est un nœud au milieu d'un maillage, c'est-à-dire c'est une géoposition à l'intérieur d'une géoéconomie spatiale, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous irions d'une économie je dirais, de sous-traitance internationale à faible coût, pour la qualifier de manière rapide, à une économie de services à valeur ajoutée bien placée. Alors, on a là le choix entre quelque chose qui s'apparenterait à la Corée, Taïwan, la Thaïlande, ou bien Singapour et Dubaï. Je connais bien le ministre des Finances actuel, Yassine Brahim, pour savoir que dans son imaginaire, ministre du Développement, dans son imaginaire flotte cette idée d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à Dubaï ou Singapour. Alors, il y a manifestement une vision. Resterait à savoir comment tout ça fonctionne, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que, en bon économiste qui se respecte, puisqu'il y a une dernière page, avec des chiffres qui sont actés malgré tout, je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y a encore sur cette histoire, est-ce que c'est la vraie note d'orientation, puisque là aussi il y a des petits couacs, y compris dans la classe politique, mais admettons que ça soit la mouture qui semble faire foi. Eh bien, on se livre à un petit exercice qui consiste à faire un exercice d'interpolation. Vous avez un point A, un point B, et vous essayez de calculer comment on fait pour aller du point A au point B. Ce que je fais avec une feuille Excel comme vous le feriez. D'accord? Et là, vous avez des surprises. Vous avez une croissance qui, proche de 0 ou 1% aujourd'hui, va passer en l'espace d'un an ou deux à 5% pour finir à 7 ou 8%. Bien. On peut se poser si l'ensemble des conditions sont réunies pour atteindre cet objectif. Bien entendu, corrélativement, vu l'effort qui est fait, on aurait mécaniquement un chômage qui tomberait de 15 à 11. Mais je viendrai peut-être un peu plus profondément sur ces différents aspects.